Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal. Bienvenue à votre cours. On est rendu au 11e module. Bienvenue à votre pénultième rendez-vous hebdomadaire, donc avant-dernier module, avant-dernière fois où on prend, en tout cas, moi je prends un petit café en vous parlant, en préparant un petit peu le module qui se prépare demain, en vous présentant un peu les différents thèmes que je souhaite aborder avec vous demain, vous préparer tranquillement à cette pénultième rencontre avant dernier cours en classe. Écoutez, avant d'entamer le contenu, parlons des TP2. TP2 et boy, ça s'en vient là. Écoutez, si vous aimez ça, travailler à dernière minute, c'est votre moment là. C'est ce dimanche, gang. Avant 23h59, mais si vous pouviez déposer ça avant, là, ça éviterait des catastrophes de dernière minute. Si vous souhaitiez il y en a plusieurs là, qui m'écrivent cette semaine pour avoir des rétroactions. Je vous dirais qu'il est un peu tard. D'abord, j'ai toute qu'une semaine cette semaine. Puis c'est ça, grosse semaine, donc il est un peu tard, là, je dirais. Je sais que pour vous, là, ça peut se faire en une semaine, ce TP2, puis je pense qu'il y en a qui vont le faire de cette façon. C'est un peu tard, mais si vous vouliez des rétroactions de ma part ou de la part de Nicolas, je dirais qu'il est un peu tard. Faites-moi signe quand même, écrivez-moi si vous souhaitez des rétroactions, mais je vous fais pas de promesses rendu à ce stade-ci de la session. Donc, désolé à l'avance si je ne peux pas répondre à toutes vos belles demandes, mais je suis sûr que vous allez comprendre. Autre date importante, examen. Concernant l'étude, je vous dirais que j'ai fait le même conseil toute la session, puis je me permets de le refaire ici. Mon examen, je regarde les objectifs de chaque module. C'est pas pour rien que je donne des objectifs de chaque module. Je veux m'assurer qu'à la fin de la session, vous maîtrisiez tous ces objectifs. Puis une façon de m'en assurer, ce serait de vérifier si vous avez atteint tous ces objectifs. Mais je présume que vous avez, ou ce sera un échantillon, un examen, c'est ça. Là, je dirais que je me prends un objectif par module, puis je pose une ou deux questions dans l'examen final, puis je me dis, ben voilà, ça c'est mon échantillon. Puis s'ils réussissent l'examen, ils auraient atteint les objectifs de tous les modules. Donc, pour vous, pour votre étude, c'est ça. Regardez chaque objectif, puis dites-vous, je maîtrise tout ça, où il en a parlé, puis vous reconsultez au besoin la matière. Si vous regardez un objectif, puis vous vous dites, ben, c'est quoi ça? De quoi qu'il parle? Ben voilà, c'est ça que vous devez étudier urgemment. C'est mes quelques conseils pour vous préparer. On panique pas, il reste du temps pour l'étude. Et je dirais que si vous avez fait tout ce que je vous demande de faire à chaque semaine, vous savez, il y a des redondances dans mon cours, c'est volontaire, là, m'assurer que ce soit tranquillement, lentement, mais sûrement intégré, là, puis simplifier un peu votre étude de pré-examen. OK. Cette semaine, gros thème, c'est intitulé Sciences et société. Sciences, société, deux gros blocs. En plus, je les mets ensemble. On va essayer de voir comment s'articulent les liens entre la science et la société. Je dirais que c'est le module le plus philo, sociologie des sciences du cours éthique et professionnalisme. D'ailleurs, dans ce podcast, là, c'est peut-être le moment pour vous de vous mettre à l'abri là, des autres distractions parce que écoutez, si vous écoutez ce podcast avec trois écrans ouverts puis un ami qui parle trop fort autour de vous, là, ça va être trop. En fait, je risque de vous perdre dans 5 minutes. Donc, peut-être si vous écoutez ça en marchant, en prenant le bus, en faisant la vaisselle, là, quelque chose de plus zen ou qui permet à votre cerveau de se concentrer un peu sur l'écoute. C'est la recette gagnante pour vous cette semaine parce que ça risque d'être assez réflexif, introspectif aussi, je dirais. Puis, bon, là, c'est le moment d'adopter votre meilleure posture du penseur de Rodin. Là, vous savez, le petit point en dessous du menton, là. Puis m'écouter tranquillement pendant
que votre prof tente de vous parler puis de vous rejoindre là où vous êtes. Écoutez, grosse question abordée dans ce cours demain en classe, puis je vous les pose déjà là, pour mettre votre esprit en marche. C'est quoi le rôle social des professionnels en sciences et génie? Pourquoi je vous parle de ce rôle social dans ce cours? Est-ce que vous avez une influence sur la société? Puis si vous n'en avez pas, pourquoi je vous en parlerai? Est-ce que c'est votre rôle de vous prononcer sur la pertinence peut-être de certains projets sociaux, hein, des projets techniques comme, je ne sais pas, le troisième lien, le tramway, les intentions sociales de Twitter, X, ou le futur de l'intelligence artificielle dans votre industrie, dans l'industrie de la construction, dans la conception des villes intelligentes. Est-ce que c'est votre rôle de vous prononcer sur la pertinence sociale de tout ça, sinon la moralité sociale de tout ça? Pourquoi ne pas vous contenter de confier à d'autres la responsabilité de s'occuper de tout ça, hein, les enjeux moraux, sociaux, légaux, tout ce qui entoure les aspects plus techniques là, de la science et de la technologie? Pourquoi on ne pourrait pas juste dire, moi je fais de la technique, puis les autres s'occuperont du reste? Puis, m'écoutez-vous encore déjà? M'écoutez-vous, attends, je vais vous mettre des petits sons un peu là, ça et là dans le podcast là, pour vous réveiller un peu. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? Parce que des questions, j'en ai d'autres. Est-ce que la science peut résoudre tous les problèmes du monde? Ou au contraire, est-ce que la science, elle est moralement neutre, elle est objective, elle est amorale, elle a rien à faire avec les problèmes du monde? La science, est-ce qu'elle influence la société? Est-ce que la société, elle, influence la science et son contenu? Voilà quelques exemples de questions qu'on va aborder dans ce cours et j'espère que vous êtes prêts parce qu'on se lance. Deux questions centrales dans ce module. Je dirais, quel est votre rôle dans la société? Puis, quel est le rôle de la société sur vous, sur la science que vous allez bientôt exercer, sur la science et le professionnel en sciences et génie? Dans ce podcast, je vais insister peut-être un peu plus sur la deuxième partie, c'est-à-dire l'influence de la société sur la science et sur vous. Hein, l'idée contraire, là, l'idée que vous avez une influence sur la société, celle-là est plus facile à reconnaître. En fait, si vous êtes inscrit dans un programme en sciences et génie, c'est justement parce que vous croyez avoir un peu d'influence. Les plus rêveurs d'entre vous, là, vous rêvez de tant de belles choses, transformer le monde, construire le monde, maîtriser la nature, la matière, l'énergie, le vivant, l'homme, la biologie, construire un monde meilleur, je l'ai déjà dit, baliser notre monde, hein, mettre des limites, des barrières, construire le home. Parce que la science, vous vous dites, ben, la science peut changer le monde, puis je vais participer à ce changement. Puis, pensez seulement si vous avez besoin de preuves, pensez seulement au plus récent succès de la vaccination hein, pendant la plus récente pandémie. Vous rappelez-vous de tout ça? Ben, la science, dans ces moments-là, devient assez importante et le rôle social de la science devient plus crucial. Mais la deuxième partie, elle, est peut-être plus difficile à concevoir, c'est-à-dire, bon, vous pensez influencer la société, mais la société, elle, est-ce qu'elle influence, elle aussi, le cours de la science, le cours
de celles et ceux qui vont exercer, qui vont construire, qui vont faire cette science et qui seront cette science de demain. Pour vous aider à faire ce lien-là, à voir l'influence de la société sur la science, on va avoir besoin d'une distinction. Cette distinction-là, je vais la faire en classe, mais je la fais quand même ici là, pour déjà vous préparer à vous familiariser avec cette distinction. C'est la distinction assez classique, là, je dirais, en sociologie des sciences, entre la science et la recherche. Parce qu'il faut bien différencier les deux. Commençons peut-être par la science, parce que celle-là, vous la connaissez bien, vous la connaissez depuis longtemps. Pour plusieurs d'entre vous, vous êtes allés en sciences et génie parce que vous aimez cette science. Et pour vous, probablement que l'acteur principal, c'est le scientifique, c'est celui que vous avez vu à la télé, que vous avez découvert via Charles Tisser, ou pour vous, c'est peut-être Martin Carly. Hein? Vous savez, celui qui incarne la science. Il a un sarrau blanc. Et il est la figure même de la science pour lui lorsqu'il vous parle de la connaissance scientifique. Pour lui, la connaissance, elle est certaine, elle est objective. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est la vulgariser, vous la transmettre. Pour lui, la connaissance, elle est froide au sens où elle est peu changeante. La science, elle est apolitique. Hein? La connaissance scientifique, on ne voit pas les liens entre la politique ou les régimes politiques du moment puis le contenu scientifique. On ne voit pas le lien entre la connaissance scientifique et les enjeux sociaux, peut-être. C'est comme ça que vous avez peut-être découvert la science, c'est comme ça qu'on vous l'enseigne dans vos cours de sciences. Et le seul objectif de ce scientifique, pour lui, c'est de communiquer, vous instruire des vérités, des faits scientifiques, puis il vulgarise. Hein? Il fait passer ce savoir très complexe et très changeant et vivant, mais il le transforme en quelque chose de plus simple et de plus digeste là, qu'on peut vous enseigner dans quelques clips dans une émission de vulgarisation scientifique ou dans un cours de sciences, de bio, de physique, que ce soit au secondaire ou au cégep. Et c'est cette conception de la science aussi que vous allez retrouver dans vos textbooks préférés, là, que ce soit en chimie, en physique, en génie. Vous le savez, dans ces ouvrages, la connaissance scientifique, elle est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'elle est purement rationnelle. On aura coupé les liens entre la science et la politique, mais sachez-le, là, c'est un leurre. En fait, si le savoir et la connaissance scientifique vous paraît à ce point déconnecté de la société, hein, amorale, asociale, c'est justement parce que dans ces textbooks, on a filtré, hein, on a tassé tout le reste, tout le processus de production du savoir, tous les enjeux sociaux qui précèdent souvent le développement de certains champs du savoir, puis progressivement, méthodologiquement, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on efface les traces des influences politiques et sociales. Puis dans votre textbook, vous êtes content de le lire parce que tout ce qui s'y trouve, c'est le contenu rationnel. Tout ce qui sont effectivement les faits, les formules, les faits démontrés, les faits les plus stables. Mais attention, hein, le processus, le vrai processus de production de la connaissance, lui, il n'est pas purement rationnel, objectif. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis, en classe, vous allez voir, même dans vos textbooks, je dirais, on ne réussit jamais parfaitement à effacer les traces des politiques ou des valeurs de la société dans laquelle a été produit ce contenu scientifique. On va voir quelques exemples en classe. Là, je vous en ai préparé aussi dans ce podcast. Donc, le scientifique, c'est qui? C'est Martin Carly, c'est lui qui incarne la science, mais la distinction entre scientifique et chercheur, c'est un rappel que
Ce scientifique, c'est une construction sociale. Hein? Il n'existe que dans notre tête. C'est un personnage. On lui a mis un sarrau blanc. C'est son petit costume parce qu'on veut être capable de le reconnaître assez aisément. Mais cette construction sociale, elle est très bien ancrée dans nos têtes. Par exemple, si on demande à des jeunes, dessine-moi un scientifique, hein, c'est ce que je vous ai demandé là, au dernier mini-test, puis j'ai bien hâte de vous montrer les beaux dessins que vous m'avez faits, là, puis par beau, là, je mettrais des guillemets radiophoniques, là, parce que n'est pas dessinateur ou artiste qui le veut, là. Donc, ça, l'idée de vous faire dessiner un scientifique, c'est un vieux test. Ça s'appelle le DAST test. Ça se dit drôlement, là, mais c'est Draw a Scientist Test. On traduirait ça par le test Dessine-moi un scientifique. Puis c'est intéressant avec ce test-là, c'est-à-dire que peu importe à qui on demande de dessiner un scientifique, les scientifiques se ressemblent. C'est-à-dire que plus on se rapproche de l'université, plus ils sont semblables. Autrement dit, plus on se rapproche de l'université, plus leurs dessins ressemblent à Martin Carly. Euh, Puis, désolé de vous l'apprendre, mais la réalité, c'est que c'est une caricature, hein, c'est un archétype. Le chercheur, celui que vous allez croiser ici à l'université, là, c'est pas Martin Carly. Allez vous promener dans les corridors à l'université, que ce soit au Vachon, au Pouliot ou ailleurs, c'est pas ça, le chercheur. C'est pas seulement un homme blanc, parce que c'est ça aussi les archétypes, là. Typiquement, quand on fait dessiner des scientifiques à des jeunes et moins jeunes, on arrive toujours à cet archétype. Il est blanc, il a un sarrau blanc. Il a souvent une barbe et une moustache, d'ailleurs. Des lunettes, c'est sûr que ça prend ça. Il est souvent entouré de matériel scientifique, là, des Erlenmeyer, ce qui est facile à dessiner. Puis il crie Eureka, ou j'ai fait une découverte, ou les plus pessimistes là, vont dire ah, je cache un secret. Il y a aussi cet archétype-là. Et je dirais il faut se défaire un peu de cette caricature. Si vous voulez vraiment comprendre ce qu'est la science, hein, c'est de la philosophie des sciences, là, c'est ça un peu, là, ou de la sociologie des sciences, c'est quoi véritablement la science, si on sort de cet archétype. Faut faire un effort, faut essayer de voir quels sont les vrais liens entre la société et cette science. Et je vous suggère donc de remplacer le scientifique par le chercheur. Hein, le chercheur en sciences, c'est lui que je veux qui tranquillement prenne plus de place dans votre tête lorsque je vous dis la science. Hein, la science n'est pas exercée par des scientifiques. La science est exercée par des chercheurs. C'est celles et ceux que vous pouvez croiser si vous allez au Vachon, au Pouliot, pas loin des laboratoires, même en sciences humaines. C'est ça aussi des chercheurs. Hein, et lorsque vous avez ce chercheur-là en tête, ce sera plus facile pour vous de voir des liens entre science et société. Parce que ce ne sont pas des Martin Carly, c'est plutôt à quoi ça ressemble? Écoutez, faites le tour. Il y a des hommes, il y a des femmes, évidemment, il y a des minorités ethniques, culturelles, visibles, de genre, nommez qui vous voulez. Ils n'ont même pas de sarrau blanc. Hein? Souvent, ils passent leur vie devant un PC. Il y a beaucoup plus de PC autour d'eux que d'Erlenmeyer. Un chercheur. C'est ça que je veux que vous ayez en tête. Ou une chercheure. Ou une chercheuse. Ça dépend. L'orthographe peut changer. C'est ça que je veux que vous ayez en tête lorsque je vous dis il y a des liens entre la science et la société. Parce que pour le chercheur, pour lui ou pour elle, la connaissance, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Là. Pour lui ou pour elle, c'est incertain, le savoir scientifique. On doute de tout lorsqu'on fait de la recherche. Pour lui ou pour elle, la connaissance, c'est pas quelque chose d'objectif, c'est subjectif. Subjectif au sens où les petits morceaux de connaissances qu'on trouve en recherche, on les relie à des sujets, donc à des personnes. Un sujet au sens propre. Là. On va dire tel fait a été démontré par tel auteur, par telle équipe de chercheurs, Sénéchal et al. Démontré en telle année.
Pour les chercheurs, chercheuses autour de vous, la connaissance, elle est changeante, elle est sur le point de changer. Oui, effectivement, il y a de la connaissance qui est peut-être plus fiable, plus stable, mais en même temps, il y a quelque chose dans la posture du chercheur où on acceptera que la connaissance, elle peut changer. Elle pourrait changer par d'autres hypothèses. Les miennes, par exemple, lorsqu'on fait de la recherche, c'est ça aussi, là. Essayer de remplacer ou de modifier le corpus qui est plutôt consensuel par ses propres recherches. Donc, pour lui, pour elle, ces chercheurs, chercheuses, leurs activités sont souvent directement liées à des enjeux politiques et sociaux. On va lire les budgets, les politiques de financement. Plusieurs chercheurs vont tenter d'aligner leurs intérêts de recherche avec, c'est pas un hasard, là, avec les principaux thèmes promus et surtout financés. Et ça va varier selon les époques, selon les gouvernements qui sont en place, où va le financement, où ira la recherche, hein, d'une certaine façon. Parlez aux chercheurs autour de vous, là, ils vont se garrocher souvent là où l'argent se trouve. Là, en ce moment, écoutez, c'est l'intelligence artificielle en ce moment. C'est pas pour rien que tout le monde en parle, puis on a l'impression que tout le monde en fait, là. C'est parce que c'est pas tout le monde qui en fait, mais tout le monde doit avoir accès au financement. À une certaine époque, c'était l'optique, la photonique, les données massives. Pendant la COVID-19. Mais c'était la COVID-19, là, c'est pas pour rien que tout le monde allait dans cette direction-là. L'argent était là et je vous dirais, si vous suivez l'argent, si vous regardez là où elle va, vous allez voir là aussi où se dirige la recherche en général. Parce qu'il va y avoir des champs du savoir qui seront promus, je dirais, par les bailleurs de fonds. Pas parce que ces champs du savoir sont les plus intéressants au monde, mais parce que ce sont ces champs du savoir qui sont promus par celles et ceux qui sont au gouvernement ou qui ont les mains sur les cordons de la bourse, hein. La science ira là où elle est pertinente, elle sera liée à différents... Ben oui, effectivement, on se mettra au service du bien commun, mais c'est une conception du bien commun, celle de ceux et celles qui sont en train de financer la recherche. Donc, j'espère que vous voyez déjà mieux un peu les liens que je veux montrer entre société et science, l'influence de la société sur le cours de la science, parce que pour bien saisir là, ces liens-là, les liens entre science et société, vous devez minimalement avoir ça en tête. Cette distinction-là entre chercheurs et scientifiques, la science, hein, bien avant de se retrouver dans vos beaux textbooks, c'est d'abord de la recherche. Puis cette recherche, c'est elle qui est liée à des enjeux sociaux. C'est elle qui peut être influencée par la société dans laquelle elle est conçue, développée, notamment via le financement de la recherche. Puis ces traces de la société dans la science, ces traces ne sont jamais totalement effacées, y compris du contenu de la science. C'est-à-dire que même cette science, hein, souvent la science, lorsqu'on parle de la science, vous la pensez coupée de la société, vous la pensez à l'abri des influences, tout à coup, là, parce qu'on la mettrait dans un laboratoire, elle serait complètement coupée de toute influence politique ou des enjeux sociaux. C'est pas ce qui se passe dans la réalité. La science est influencée par la société dans laquelle, encore une fois, elle est conçue. You really are doing great, Chell. Et si c'est vrai, ce que je vous raconte, bon, on devrait trouver des traces de la société dans laquelle a été conçue la science que vous retrouvez dans vos textbooks. Je vous invite à faire l'exercice. Donc, prenez un textbook, puis il faut que ça serve à quelque chose, là, à 400$ pour certains textbooks.
Prenez-en un, puis examinez-le, puis essayez de trouver dans cet ouvrage des traces de la société dans laquelle a été conçue la science qui figure dans ce textbook. Si vous avez de vieux textbooks, c'est encore mieux parce que la société aura changé, puis il devrait y avoir des traces différentes. En fait, vous allez trouver des traces dans ces textbooks. Écoutez, je parle, mais m'écoutez-vous encore? Je vous l'ai dit, fermez vos distractions, là, arrêtez de TikToker votre vie, là, je vous parle. Donc, pour celles et ceux là, qui sont distraits en ce moment, là, je vais mettre un petit son encore là, pour vous remettre dans le bain, vous donner un petit souffle, puis vous replonger dans mon long discours aujourd'hui. OK, je vous disais que j'allais vous donner des exemples pour illustrer le fait que la science dans vos textbooks est peut-être plus sous influence, c'est-à-dire imprégnée un peu des valeurs de la société dans laquelle elle a été conçue, un petit peu plus sous influence que vous ne le pensez. En classe, je vais vous donner plusieurs exemples. On va voir l'affaire Lysenko. Écoutez, Lysenko, c'était dans un régime communiste soviétique. La science se faisait aussi à cette époque. Puis j'ai bien hâte de vous raconter cette histoire-là en classe, parce que vous allez voir, la science à l'époque, tout à coup, elle devenait plutôt assez perméable. Et on voyait dans le cours de la science de l'époque, et on retrouve encore aujourd'hui, là, quand on observe des textbooks de l'époque dans ce genre de société, il y a évidemment des traces dans la société. Tout à coup, la génétique mendélienne, ça devient la science prolétarienne de l'hérédité. C'est sûr que c'est un exemple un peu caricatural, quasiment grossier, mais en même temps, ça montre dans ces extrêmes comment la société peut influencer là aussi le cours de la science. Autre exemple qu'on va voir en classe, c'est le cas de Alan Turing. Alan Turing, vous savez, un des pionniers de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mais c'est pas toujours ça qu'on a dit, hein. C'est-à-dire que à l'époque, disons que c'est les premières traces qu'on a, oui, au début, quand on fait l'histoire de cet homme, c'est un mathématicien hors pair. Il a été mobilisé dans la guerre 39-45 pour décrypter des communications entre Allemands. Donc, au cœur de l'ennemi, il a décrypté leur mode de communication. Évidemment, ça fait de lui quasiment un héros de guerre, mais je dirais que le récit, ce qu'on dit de Turing, ça n'a pas toujours été ça, là. Dans les années 50, on a découvert qu'il était homosexuel, puis le rapport qu'on avait avec l'homosexualité à l'époque, c'est pas du tout le même qu'on a aujourd'hui, là. Donc, le pauvre a été mis en prison pour son crime. Là, ici, entendez évidemment mes guillemets et mon ironie. Puis il a été tassé carrément, même les faits scientifiques ou son statut scientifique a été compromis. On l'a tassé, on a même tassé ses théories. Ça a pris plusieurs années pour voir le retour de Turing dans le discours scientifique. Aujourd'hui, évidemment, notre société a changé. Le rapport qu'on a avec cet homme, il a changé. Ses théories sur l'intelligence artificielle sont de retour. Puis aujourd'hui, on n'aura pas de problème à affirmer qu'il s'agit d'un de nos pionniers en intelligence artificielle. Voilà un autre bel exemple comment la société peut influencer le cours de la science ou influencer je dirais le destin de certains de ces acteurs et actrices. Autre exemple que je veux vous donner, tiens, je vous le donne en classe, mais si vous ne l'entendez pas en classe, je veux absolument vous le donner ici. Moi, j'ai toujours été surpris de constater, je vous disais qu'il y avait des traces des fois dans les textbooks. Moi, les vieux textbooks en biologie de la reproduction, là, c'était fascinant de lire ça, surtout quand on se met à examiner avec cette loupe-là. On essaye de trouver des traces de l'époque et vous allez en trouver là, des traces de l'époque. Prenez n'importe quel récit, là, je dirais un textbook là, qui a été raconté dans les années 70 là, ou même dans les années 80. On va vous parler du récit. Vous savez, le récit, on vous raconte toujours
le rôle des spermatozoïdes, puis on tente de vulgariser, puis des ovules, puis là, on parle des... Écoutez, parfois, là, c'est carrément ridicule. Là, on parle des spermatozoïdes là, qui sont des guerriers, là, sont plusieurs, puis ils essayent de se rendre, ils combattent pour aller se rendre à l'ovule, puis l'ovule, elle, je dis elle parce que c'est ce qu'on comprend dans le sous-texte, là. Les ovules sont passives, puis l'ovule, il est là, il prépare le nid en attendant le retour ou l'arrivée de son conquérant, puis voilà. En même temps, c'est juste des gamètes, là. Faut pas s'énerver. Ce qui est intéressant, c'est le discours, hein. Comment on nous raconte cette histoire, comment tout à coup, dans un textbook de sciences, se retrouvent toutes sortes d'histoires, des histoires qui nous en disent souvent beaucoup sur à quoi ressemble notre rapport entre les hommes et les femmes à une certaine époque. Vous savez, les chercheurs, c'est ça encore aujourd'hui, hein. Ils portent, je dirais, les myopies, les préjugés de leur époque. Ils tentent d'être le plus objectif et rigoureux possible, mais en même temps, on est ce qu'on est, puis c'est pas parce qu'on rentre dans un laboratoire où on se met à écrire de la science qu'on peut effacer tout ce que nous sommes. Euh, Puis les histoires que je vous raconte, si c'est vrai pour cette science du passé, mais pourquoi que ce ne serait pas vrai aujourd'hui? Puis les questions qu'on pourrait ajouter maintenant, ce sont les mêmes, hein. Quelles sont les valeurs, peut-être les myopies ou les préjugés de notre société? Il y en a en ce moment. De quelle façon ça va se retrouver dans les textbooks qu'on va vous vendre l'année prochaine? Hein? Quelles sont les valeurs, les myopies qui vont laisser des traces dans la science que vos enfants vont lire dans quelques années dans leur textbook qu'à l'Uni, puis ils vont peut-être se marrer un peu de ce qu'on disait à l'époque. Influence de la société sur la science. C'était mon premier bloc. L'autre, je vais l'approfondir en classe, l'idée que la science influence la société, mais j'en dirais aussi quelques mots parce que même si c'est mieux compris, hein, l'idée que la science influence la société, c'est important de réappuyer pour celles et ceux qui en douteraient encore, hein, l'idée que la science, elle a un rôle dans notre société. Vous avez un rôle dans notre société. Les concepts sont les mêmes, hein, c'est-à-dire que vous avez un pouvoir. Pour vous, c'est le pouvoir de la technique, le pouvoir de la connaissance. Puis avec ce pouvoir, ben, vous pouvez transformer le monde. Mais des fois, j'ai l'impression dans votre discours que vous ne vous rendez pas compte à quel point ou dans quel moment ou quels sont les gestes que vous posez justement qui sont en train de changer le monde. Des fois, j'ai l'impression que vous pensez que ces gestes ou que votre rôle reste technique, puis que vous écartez votre rôle social de l'équation. Pourtant, si vous construisez des ponts, des routes, il me semble que vous ne faites pas seulement construire des ponts et des routes, hein. Vous êtes en train de vous mettre au service de la construction de ces ponts et de ces routes. Puis derrière la construction de ces ponts et de ces routes, il y a une conception du bien commun. Il y a une conception de la vie bonne, il y a une conception de ce que devrait être la ville idéale, puis pourquoi on devrait construire ces ponts et ces routes à ces moments précis, dans ces lieux précis. C'est à travers ces ponts, ces routes, on fait la promotion de ce que devrait être notre vie, hein, nos modes de transport. C'est pas seulement des projets techniques. Vous vous mettez au service de projets techniques, mais ces projets techniques sont au service de certaines valeurs. Puis en faisant ça, ben, vous sacrifiez d'autres valeurs. Si vous faites pas l'effort d'y réfléchir un peu, ben, tout ça va rester peut-être caché dans ces projets de construction, de ponts et routes ou de ce que vous souhaitez construire, mais ça ne change pas le fait que vous vous mettez au service de ces projets. Tellement d'exemples. Écoutez, vous construisez je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez construire des trains électriques.
Vous allez construire des intelligences artificielles dans le domaine de la santé. Vous allez concevoir des produits, qu'est-ce que j'ai vu? Des produits cosméceutiques, des lidars, des protéines pharmaceutiques, des ponts, je l'ai dit, des immeubles. Vous allez baliser, piqueter. Mais derrière ces projets scientifico-techniques, il y a des valeurs. Ce ne sont pas seulement des gestes techniques neutres, amoraux. Vous vous mettez au service de valeurs. Lorsque vous choisissez même un domaine d'exercice de la profession, vous vous mettez au service des valeurs qui sont promues dans ce domaine. Si vous choisissez un employeur, vous décidez de vous mettre au service de cet employeur qui, lui, a assurément des projets, des idéaux. Lui aussi a envie de construire le monde, de se mettre au service de certains projets sociaux et idéaux. Vous allez vous mettre au service. Au service de qui? Ça aussi, ça fait partie des questions qui devraient commencer à occuper, surtout rendu à ce stade-ci de votre progression. Vous allez vous mettre au service, mais au service de qui? De quoi? De quel projet? Cette belle petite tête-là que vos parents, vos proches aiment tant, là, vous allez la mettre au service de qui? De quelle valeur? De quelle morale? Puis vous assurer peut-être que cette morale est cohérente avec vos valeurs ou votre propre morale. Je sais que vous pensez peut-être que vos gestes ne sont que techniques, mais faites attention. Moi, je dirais plutôt qu'il y a un aspect moral dans tout ça. La morale, elle est parfois cachée au cœur même de la science ou des outils techniques que vous-même, vous allez développer dans quelques années ou au cœur peut-être des projets en sciences et génie auxquels vous allez bientôt participer. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Vous allez vous mettre au service de valeurs, de projets sociaux. Et ce faisant, vous nous faites la morale. Hein? C'est ça que vous faites, non? Vous nous faites la morale d'une certaine façon. Puis gageons qu'au début du cours, rappelez-vous le début du cours avec Jean-François Sénéchal pète les plombs, je ne me rappelle pas de la vidéo en question, mais vous pensiez que c'est moi qui allais vous faire la morale. Moi, je vous dis le contraire. C'est vous qui me faites la morale. C'est vous qui faites la morale. C'est peut-être la citation la plus choquante de ce cours d'éthique. C'est pas le prof qui fait la morale, c'est vous qui nous faites la morale. C'est-à-dire que par vos faits, vos gestes, vos choix, vous allez choisir un champ de la science, vous allez choisir un employeur, vous allez choisir des projets techniques peut-être, mais des projets qui seront au service d'une conception du monde, d'une conception de la société. Et ce faisant, vous faites littéralement la morale. C'est vous qui construisez la morale de demain. Avec votre science et génie, c'est sûr. Et avec votre intelligence, votre tête. Vous allez vous mettre plutôt au service de projets scientifiques et techniques. Vous allez influencer ce que je mange. C'est fou l'influence que vous allez avoir. Vous allez influencer ce que je mange, comment je dois me déplacer, où je devrais vivre, dans quel environnement, c'est quoi mon rapport avec la santé, c'est quoi mon rapport avec la matière, la nature, la vie, l'énergie, la façon dont je me conçois,
la façon dont la société se pense. Vous faites ça aussi à travers la science et les techniques, mais vous le faites quand même. Pensez à n'importe quelle innovation, invention, l'automobile, l'avion, quoi d'autre, la vaccination, l'Internet. Et l'Internet, ça change le monde, non? Des téléphones cellulaires, des réseaux sociaux, des applications d'intelligence artificielle, ChatGPT. Hein? C'est pas seulement des outils techniques, neutres moralement. Non, ce sont des outils qui transforment notre monde, qui nous disent comment vivre, qui nous disent ou qui influencent le cours de la société. Voyez, regardez comment ces technologies influencent ce qu'on fait, nous prescrivent presque leur conception du bien, leur conception de ce qu'est un monde idéal. Regardez ce que l'intelligence artificielle fait en ce moment. Là. Il y a une conception du monde qui est derrière tout ça. Là. Il y a des idéaux qui sont derrière ces technologies, qui influencent le cours de ces technologies, puis qui influencent déjà ce que nous sommes, en tout cas, ce qui influence ce que nous serons très certainement dans quelques années. Attention, hein, chères étudiantes, chers étudiants, votre science, votre profession en sciences et génie font la promotion, peut-être à votre insu, mais là, c'est à vous d'être suffisamment sage et raisonnable pour regarder ça de front et admettre ce constat. Votre science, votre profession font la promotion de certaines valeurs, de certaines conceptions du bien commun, des conceptions des visions du monde, font la promotion de certaines valeurs, certains idéaux. Puis, il est temps de reconnaître pour vous ces valeurs, ces idéaux, puis de les assumer. Ou non. Et à ce moment-là, changer peut-être d'employeur, changer de cours de la science, vous mettre au service d'autres projets techniques et technologiques peut-être. Mais vous assurez que les valeurs qui sont charriées par ces projets techniques et scientifiques correspondent aux valeurs qui sont les vôtres. Nice job breaking it, hero. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez promouvoir à travers votre exercice de la science et du génie? Exercerez-vous votre science et votre génie avec l'impression ou le mensonge peut-être que votre exercice n'est seulement que technique, en ignorant les valeurs qui se cachent? Ou vous allez vous mettre aveuglément au service d'un employeur ou de projet qui ne correspondent pas à vos valeurs, ou au contraire, exercer la science et le génie en vous assurant que ces valeurs promues sont les vôtres, puis que votre rôle puisse contribuer à construire la société dans laquelle vous souhaitez vivre. Que ferez-vous pour influencer, pour transformer la société de demain? Hein, vous en avez le pouvoir. La science et la technologie comme pouvoir. Le savoir comme pouvoir. La techné comme pouvoir. Pouvoir et pouvoir encore. Et évidemment, la responsabilité qui accompagne ce pouvoir. Écoutez, c'est tout pour cette semaine. Bravo, vous m'avez suivi dans cette réflexion. On va approfondir cette réflexion demain en classe. Sinon, si vous n'êtes pas là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce dernier module du cours éthique et professionnalisme et ce dernier podcast la semaine prochaine pour prendre un dernier café ensemble. On va examiner ensemble dans le dernier module les grandeurs et misères du système professionnel. On va faire une critique en règle du système professionnel et on va essayer aussi de défendre le pouvoir, les ressources qui vous sont offertes à travers le système professionnel. Sinon, c'est tout pour cette semaine.
On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye-bye. OK, l'indice cette semaine, c'est le DAST test. Je vais l'appeler D-A-S-T test. Donc, l'indice cette semaine, le DAST test.